Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode hors série Nos cycles dédié à l'absence de cycle chez la femme. Un format d'épisode conçu pour les femmes souffrant d'aménorrhée secondaire par des femmes souffrant ou ayant souffert également de cette absence de cycle. Moi-même, j'ai connu une période de no-cycle qui a duré beaucoup trop longtemps, près de 10 années masquée en partie par la prise de la pilule contraceptive. Je sais donc à quel point 50% du chemin au moins de la guérison se fait grâce au soutien que l'on trouve au travers des témoignages de personnes comprenant notre situation. J'espère que tu trouveras le soutien et les réponses à certaines de tes questions ou encore que l'écoute de ces épisodes déclencheront certains déclics en toi te permettant de retrouver le chemin de ton cycle féminin. Et si tu souhaites contribuer à ce projet collaboratif en apportant ton témoignage à ton tour, n'hésite pas à me contacter par email à l'adresse suivante alexandraportail@hygienedevie.fr ou encore via la page contact de mon site internet www.hygienedevie.fr avec le chiffre 2. Merci à toi par avance et très belle écoute! Bonjour, j'ai 30 ans, je suis sage-femme en libéral et je suis touchée par une aménorrhée secondaire hypothalamo-hypophysaire sans cause retrouvée depuis mes 15 ans. Si je veux témoigner aujourd'hui, c'est parce que je ressens vraiment le besoin de faire exister quelque part mon histoire. C'est un peu comme une étape dans un travail de résilience. Et je voudrais aussi que mon parcours puisse être potentiellement utile à d'autres femmes, peut-être pour leur donner des pistes de diagnostic ou du moins pour qu'elles se sentent un peu moins seules. Je pense être le parfait exemple de l'errance médicale. Et errer, c'est épuisant, psychologiquement, physiquement et financièrement aussi, accessoirement. Aujourd'hui encore, on comprend pas vraiment pourquoi j'ai cette aménorrhée. J'ai eu mes règles à 11 ans et dans mes souvenirs, elles ont tout de suite été régulières. Et cela jusqu'en juin 2010. Et depuis juin 2010, j'ai plus jamais eu une seule ovulation. À cette époque, j'étais en seconde. Pour le contexte, mes parents avaient divorcé juste un an auparavant, on faisait une garde alternée, une semaine sur deux, ma sœur et moi. Et le divorce avait été un choc, on l'avait super mal vécu, parce qu'en fait, mes parents s'étaient jamais disputés devant nous, jamais disputés tout court d'ailleurs. Ma mère est partie avec un autre homme et en fait, on était très proches d'elle. Et ça a été dur pour ma sœur et moi de perdre cette place d'enfant dans la famille, voilà. Donc le divorce avait été vécu comme une séparation brutale, une explosion de la bulle familiale et c'était compliqué. Et moi à la base en plus j'ai toujours été anxieuse, j'ai toujours eu peur du changement, j'ai toujours eu besoin de repères, donc là ça n'allait pas. Et voilà, quelques mois après cette séparation, j'étais en seconde, je sortais avec mon premier mec. On a eu un premier rapport sans préservatif et j'ai tout de suite eu extrêmement peur d'être enceinte. Et j'ai commencé à psychoter parce que on m'avait toujours dit capote, voilà. Donc moi ça m'a fait flipper. Et je voyais mon ventre gonfler, j'avais des douleurs abdos, bref, j'ai eu un gros coup de stress et 2 mois après, plus rien, plus de règles. Mes règles se sont totalement arrêtées. Donc on est en juin 2010, j'ai 15 ans, j'ai plus de règles et je n'ose en parler à personne. C'est assez facile pour moi de retracer tout ça parce que j'ai toujours eu un journal intime, comme les ados, où j'écris mon quotidien. Donc à cette époque, j'ai un IMC à 19,5, totalement dans la norme, je mange de tout, je fais pas de sport plus que ça, donc il n'y a pas d'explication franche, mis à part ce stress à cette aménorrhée. Et le contexte du divorce. Ensuite, l'été est passé et ma petite sœur de 2 ans de moins que moi a commencé à faire de l'anorexie. Elle mangeait de moins en moins, elle planquait de la bouffe dans le jardin, elle faisait énormément de sport, elle se prenait en photo tout le temps, de plus en plus maigre. Et ses règles à elle aussi se sont arrêtées. Elle a été hospitalisée pendant 3 mois avec une sonde nasogastrique pour la nourrir. Elle faisait 37 kilos pour 1m71, donc c'était pas la grande forme. Mes parents étaient très mal, ma mère était au summum de la culpabilisation, mon père était déjà bien déprimé du divorce. Et moi, en parallèle, ça a pas dû aider à ce que je retrouve mes règles. J'ai aussi perdu du poids, mais bon, j'étais pas anorexique. Au plus bas, je faisais 48 kilos pour 1m68, donc j'avais un IMC à 17. C'est plus petit que la norme, mais voilà. Dans tout ce contexte-là, en parallèle de ça, le mec avec qui je sortais m'a quitté pour une fille de ma classe. C'était pas une super période. Je me souviens que j'angoissais beaucoup. Mais bon, dans tout ça, j'avais réussi quand même à parler à ma mère du fait que j'avais plus de règles. Mais je sais pas trop ce qui s'est passé parce que j'ai vu une gynéco qu'1 an plus tard.
Donc je suis restée 1 an en aménorrhée non supplémentée au niveau hormonal. Et ma rhumatologue actuelle, elle pense que c'est là que j'ai dû perdre le plus de densité osseuse, parce qu'il y a une bonne partie du capital osseux qui s'acquiert pendant la puberté. Donc la première gynéco que j'ai vue, à l'époque, j'en garde un très mauvais souvenir. Elle m'a dit « Pourquoi vous voulez vos règles ? Vous voulez une grossesse, là, de suite ?» Question un peu rhétorique quand on s'adresse à une gamine de 16 ans. Donc moi, j'avais le sentiment de m'être fait engueuler. Elle m'a prescrit du Dufaston, c'est de la progestérone à prendre sur 10 jours. C'est utilisé comme un test. Si le corps est assez imprégné d'oestrogène, il y a une hémorragie de privation à l'arrêt de la progestérone. Mais ça fait pas du tout ovuler, en fait. Parce qu'il faut bien comprendre que le souci de l'aménorrhée, c'est pas de pas avoir de règles, c'est de pas avoir d'ovulation, en fait. Voilà, donc j'ai pris le Dufaston et j'ai eu des règles artificielles déclenchées par le Dufaston. Et donc elle m'a prescrit une pilule Minidril. Moi, j'étais contente, j'avais eu des règles, j'avais pas compris que ça réglait pas mon problème, mais j'étais contente. Elle a clairement merdé, hein, elle aurait dû explorer la cause de l'aménorrhée, donc voilà, premier loupé médical dans cette longue histoire de loupé médical. Ensuite, j'ai arrêté la pilule quelques mois plus tard parce que j'avais pris 5 kilos. Et donc, bon, j'avais peut-être un petit problème avec la bouffe à l'époque, mais voilà, donc je vivais très mal d'avoir pris 5 kilos. Et suite à l'arrêt de la pilule, rebelote, j'ai été à nouveau en aménorrhée, pas d'ovulation, donc pas de règles. Ma mère m'a envoyé voir une autre gynéco qui là m'a fait faire des prises de sang. On s'est rendu compte que j'avais une carence en œstrogène et un décalage de la LH-FSH. En fait, normalement, quand l'œstrogène est bas, l'hypophyse dans le cerveau doit le détecter et donc sécréter de la LH et de la FSH. Et là, en l'occurrence, mon œstrogène était bas, mais ma LH et FSH étaient bas aussi. Donc la gynéco, elle en a conclu à une aménorrhée centrale, donc hypothalamo-hypophysaire. Et à l'époque, elle m'avait expliqué que c'était un dérèglement hormonal, qu'on savait pas quand est-ce que ça allait se remettre en place, mais voilà. Et elle m'a prescrit la pilule Lilou. J'ai pris cette pilule, j'avais des règles, j'étais à nouveau contente, et s'en est suivi un oubli total de toute cette histoire d'aménorrhée pendant des années, parce que j'étais sous pilule et donc j'avais mes règles. 2 ans plus tard, en 2013, je suis entrée en première année de médecine pour faire sage-femme. Et donc, la première année de médecine, c'est quand même assez stressant, ça demande beaucoup de travail, voilà. À partir du printemps, j'ai commencé à perdre un peu mes cheveux, mais sans plus. À cette époque, j'étais toujours sous Lilou, donc j'avais des règles sous Lilou. Et à la rentrée de septembre, là, j'avais toujours cette paire de cheveux, ça m'inquiétait un peu, donc je me suis dit, c'est peut-être la pilule, j'avais vu ça sur Internet. J'ai dit, je vais arrêter la pilule, quoi. Et là, ma chute de cheveux, elle a totalement flambé. Je perdais des cheveux en grosse quantité, j'en retrouvais partout, ça commençait à se voir de plus en plus. Ça devenait vraiment une obsession, ça me traumatisait, ça me déprimait, je les voyais s'affiner, j'étais vraiment pas bien. J'ai consulté plusieurs fois le médecin, j'ai testé 1 million de compléments alimentaires en tout genre, j'ai pris du fer, j'ai fait des piqûres intramusculaires de vitamines en espérant stopper la chute de cheveux, j'ai testé plein de shampoings, des massages du cuir chevelu, bref, je suis devenue incollable sur les causes des pertes de cheveux, ce qui s'appelle des alopécies. Voilà, et à l'époque, j'avais peur que la cause soit hormonale. Mais j'avais pas du tout fait le lien avec mon aménorrhée, bizarrement. Jour après jour, je plongeais dans un espèce d'état dépressif, totalement désespérée de cette chute de cheveux. Je pleurais pendant des heures, à chaque fois je devais me brosser les cheveux ou les laver, c'était horrible, c'était vraiment une épreuve, je me voyais finir chauve, seule, je me dévalorisais énormément, voilà. Alors je pense que j'ai fait une bonne dépression à cette époque-là. Il n'y avait pas que, je pense, la chute des cheveux, hein. Mon cerveau il était en boucle là-dessus, mais je pense c'était un mélange de pas mal de choses. Et avec le recul, j'avais pas du tout fait le lien avec mon aménorrhée, alors que pourtant, quand on a une aménorrhée, on a une carence en œstrogène, et les œstrogènes, ils ont un rôle hyper important dans dans les cheveux, en fait, dans le maintien d'une chevelure normale, hein. C'est pour ça que les femmes ménopausées, après la ménopause, elles ont les cheveux qui s'affinent, et voilà. Et l'œstrogène a un bon rôle dans le moral aussi. Donc, faire une petite dépression en étant en carence en œstrogène, ça paraît pas déconnant non plus, voilà. Mais voilà ce qui s'est passé. J'ai vu une dermato qui m'a ri au nez, qui m'a dit que c'était dans ma tête, mais elle m'a quand même prescrit du minoxidil. Alors le minox, le petit nom du minoxidil, quel enfer. C'est un vasodilatateur. En fait, ça permet d'augmenter l'apport d'oxygène au niveau des follicules pileux.
et donc de prolonger leur durée de vie. Faut en mettre matin et soir sur tout le haut du crâne, ça colle, ça pue, ça rend les cheveux gras et surtout ça me filait des migraines. Et au début, ça accélère la chute de cheveux, donc c'est un vrai plaisir, hein. Voilà. Mais ensuite, c'est censé les empêcher de tomber trop tôt et effectivement, ça fonctionnait quand même. J'ai fini par demander un bilan hormonal au médecin et là, on a vu sur ma prise de sang que j'avais la DHEA trop élevée. C'est une hormone sécrétée par les surrénales et cette DHEA, elle provoque une hyperandrogénie. C'est-à-dire que c'est une hormone plutôt masculine qui va avoir des effets de masculinisation, quoi, en gros. Et oui, j'avais aussi une carence en œstrogène sur cette prise de sang, mais ça n'a pas été relevé à l'époque, mais j'ai le résultat encore aujourd'hui. J'ai vu un endoc qui me fait faire un scanner des surrénales pour éliminer une tumeur des surrénales provoquant la sécrétion de DHEA. Et j'ai fait une super réaction allergique aux produits de contraste à base d'iode du scanner. C'était génial, j'avais des cloques partout. Enfin voilà quoi. Bon, c'est passé rapidement et heureusement je n'avais pas de tumeur des surrénales, donc j'étais plutôt soulagée. Il m'a prescrit la pilule Diane 35 et ça a été miraculeux pour mes cheveux et donc miraculeux pour mon moral aussi parce que 3 mois après mes cheveux ils ont tout de suite arrêté de tomber et vraiment c'était magique quoi. Et ce qui est vraiment dingue c'est que à cette époque l'endoc il m'a pas du tout posé de questions sur mes cycles, enfin j'ai aucun souvenir de ça. J'avais complètement occulté mon aménorrhée, je sais même pas dire si j'avais des règles ou pas. Mais je pense que non, parce que pour moi, j'avais pas de règles. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils ont pas fait le lien, quoi, avec l'aménorrhée. Je comprends pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Tout s'est fait hyper rapidement. Et moi, j'étais vraiment déprimée au possible, quoi. J'avais des idées noires. Enfin, j'étais vraiment pas bien, quoi. Donc bon, il aurait pu penser à un SOPK aussi, un syndrome des ovaires polykystiques. Mais j'ai pas eu d'écho. Balèque, enfin bref. Voilà, encore un loupé médical. J'ai fini ensuite ma PACES et je suis sortie progressivement de ma dépression. Et ensuite de 2014 à 2022, j'ai enchaîné les pilules, donc j'avais des règles, donc j'étais contente. Et pendant cette période, j'ai totalement oublié mon aménorrhée, ça a été effacé de ma mémoire. Le seul truc sur lequel j'étais focus, c'était ma perte de cheveux, mon alopécie androgénique. Et que si j'arrêtais la pilule, je risquais de reperdre mes cheveux et que dans ma tête ça signifiait retomber en dépression, donc c'était pas envisageable. Donc j'ai enchaîné les pilules Diane 35 qui a été ensuite retirée du marché parce que ça augmentait le risque thromboembolique. Ensuite je me suis auto-prescrite Triafémie, puis Jasmine, puis Jasminelle. Je suis devenue incollable sur les pilules anti-androgéniques. Donc j'avais des cheveux qui tombaient plus, c'était bien, voilà. J'avais d'autres effets secondaires, voilà, mais j'avais moins de perte de cheveux. Et ensuite, en 2022, j'étais dans ma prise de conscience écologique, sur l'environnement, sur les perturbateurs endocriniens, voilà, j'étais un peu dans le retour au naturel, tout ça. Et comme beaucoup de femmes, j'ai voulu arrêter la pilule pour voir comment étaient mes cycles naturels. Donc j'ai fait poser un stérilet au cuivre. Bon, clairement, c'était pas le meilleur jour de ma vie, c'est douloureux. Voilà. Et je voulais pas arrêter ma pilule d'un coup parce que je me suis dit, mais le sevrage, ça va pas être possible, je vais perdre mes cheveux, ça va être horrible, donc il faut que je l'arrête progressivement. Donc j'ai arrêté, j'enlevais un comprimé tous les 3 comprimés, puis un comprimé tous les 2 comprimés, puis un comprimé sur 2. Voilà. Sauf que le problème, c'est que mon corps il comprenait rien et que je saignais tout le temps. Avec le stérilet au cuivre, ça créait en plus une grosse inflammation, donc mon endomètre hyper inflammé et je saignais tout le temps. Et je me souviens qu'une fois, j'étais chez une patiente et que j'ai eu une énorme tache de sang, j'ai taché son siège, c'était la honte, bref. Donc là, je me suis dit, bon, on arrête tout ça. J'ai arrêté ma pilule, les saignements sont stoppés immédiatement et j'ai attendu patiemment le retour de mes règles qui ne sont jamais revenues, forcément. Par contre, ma chute de cheveux, elle m'a pas oubliée, donc rebelote, je perdais mes cheveux énormément, je me retrouvais angoissée à l'idée de prendre une douche, etc. Et depuis ce moment-là, j'ai jamais retrouvé mon volume de cheveux, mais voilà. Mais cette fois-ci, j'avais quand même anticipé, j'ai fait une cure de fer pour limiter la cage, j'ai fait une cure de vitamines, de levure de bière, de probiotiques pour refaire la flore intestinale, je faisais des massages de cuir chevelu matin et soir. Très motivée la fille, voilà. Et c'était aussi une période de bouleversement dans ma vie, je venais de me séparer,
J'étais dans une autre ville, je trouvais pas de logement parce que j'habitais chez mon ex, voilà. Et en plus, j'étais passée en libéral en tant que remplaçante, donc je pouvais pas j'avais pas de contrat de travail fixe, donc je pouvais pas trouver de logement. Enfin, c'était compliqué. Donc j'ai fini par retourner chez mes parents dans ma ville d'origine. Et en parallèle de ça, j'ai aussi arrêté la viande et le poisson, toujours pour des raisons écologiques et de bien-être animal pour le coup. Et donc, ça, c'était à peu près au même moment où j'ai arrêté ma pilule. Et suite à ça, j'ai perdu 5 kilos en 3 mois. En fait, j'ai perdu tous mes muscles, voilà. Je pense qu'effectivement, il y a du fait d'avoir arrêté la viande et le poisson. Donc, j'avais une carence en protéines que j'ai pas su bien supplémenter, visiblement. Mais je pense que, étant donné que j'avais pas d'ovulation, j'avais pas de retour de règles, j'avais aussi une carence en oestrogènes. Et comme les oestrogènes, ils ont un rôle dans le métabolisme musculaire, eh bien, je pense que ça n'a pas dû aider pour ma fonte musculaire, quoi. N'ayant toujours pas de règles, j'ai revu le médecin, j'ai refait des bilans hormonaux, j'ai refait une écho. L'écho n'a servi à rien puisque l'échographiste n'a pas fait de compte folliculaire, donc pas trop d'intérêt. Donc voilà, expectative. Je suis partie à la Réunion pendant 1 mois pour essayer de décompresser en me disant que voilà, mes règles allaient sûrement revenir, que ça faisait que 7 mois que j'avais arrêté ma pilule, qu'il fallait sûrement du temps à mon corps pour retrouver des cycles et tout ça. Sauf que en revenant de la Réunion, toujours pas de règles. Donc je commençais à m'inquiéter un petit peu. Donc je me suis dit qu'il fallait que je prenne les choses en main. J'ai pris rendez-vous avec une gynéco au CHU cette fois-ci. Elle m'a fait refaire une écho avec un compte des follicules en trop. Donc c'est le nombre de follicules qu'il y a dans chaque ovaire. J'en avais 20 à droite et 14 à gauche. Donc elle m'a posé un diagnostic de syndrome des ovaires polykystiques devant l'aménorrhée et le compte des follicules. Au niveau hormonal, ma DHEA et testostérone étaient dans la norme. La DHEA a toujours été dans la norme dès l'année qui a suivi l'arrêt de la PACES. Mais j'avais toujours cette perte de cheveux, j'avais un petit fond d'acné qui était pas cata, mais j'avais quand même un petit peu d'acné. Donc en soi, ça pouvait coller avec un SOPK. Au fond de moi, j'étais pas hyper convaincue parce que c'était pas franc comme tableau de SOPK. Mais bon, j'étais tellement soulagée d'avoir enfin un diagnostic, tout prenait forme. Je me disais, mais oui, mais ma chute de cheveux pendant la PACES, c'était ça. Ça se trouve, j'ai un SOPK depuis le début. Et je me disais que j'avais enfin une explication, quoi. Donc, elle m'a prescrit du faston pour saigner au moins une fois tous les 3 mois. Alors, le Dufaston, c'est parce qu'en fait, quand on a un SOPK, sous l'effet de la sécrétion en hormonale, l'endomètre, l'intérieur de l'utérus, il se développe quand même tous les mois. Et vu qu'on n'ovule pas de façon régulière, eh bien, on n'a pas de règles qui se déclenchent 15 jours après l'ovulation. Et donc l'endomètre, il s'épaissit progressivement. Et s'il s'épaissit et qu'on n'a jamais de règles, eh bien, à long terme, ça majore le risque de cancer de l'endomètre. Donc pour toutes celles qui ont un SOPK, il faudrait normalement avoir des règles tous les 3 mois, quoi. Donc moi, elle m'avait dit, du faston pendant 10 jours, un comprimé matin et soir, tous les 3 mois, pour avoir des règles, pour éviter le risque de cancer de l'endomètre. Alors c'est clairement pas ouf comme traitement. Moi, ça me filait de l'acné, c'est l'eau morale, c'était une catastrophe. Enfin voilà. Bon, je suis retournée la voir au bout de quelques mois. Je lui ai dit qu'en vrai, je me sentais mal, que j'étais en manque d'hormones, que j'étais inquiète par ma fertilité future aussi. Et elle comprenait pas pourquoi je tenais tant à ovuler. Donc c'est quand même assez dingue parce que ils sont gynécos, ils sont spécialisés dans le fonctionnement hormonal de notre corps, mais ils comprennent pas en quoi ne pas ovuler est un potentiel problème, ni même l'impact que ça a sur absolument tout, en fait. Elle m'a proposé de reprendre une pilule pour arrêter l'acné, parce que j'avais un peu d'acné toujours, et la chute de cheveux. Mais moi, j'ai refusé. En fait, je voulais ovuler, point. Donc, je me suis renseignée plus sur le SOPK. Je suis devenue totalement incollable sur le sujet. J'ai vu qu'il y avait différents types de SOPK, différentes étiologies, que dans 70% des cas, c'est lié à une insulinorésistance. J'avais pas le sentiment de faire partie de cette team-là. Je me suis prescrit un dosage de glycémie à jeun, de triglycérides, de cholestérolémie et un test DOMA qui évalue la résistance à l'insuline. Tout était normal. J'ai quand même testé une prise de myoinositol matin et soir. C'est le traitement des SOPK. Pendant 6 mois. Alors spoiler, ça coûte une blinde et ça n'a pas fonctionné. Pour mes patientes SOPK, ça marche quand même bien, mais étant donné que j'avais pas un SOPK, voilà.
C'est censé redonner des cycles ovulatoires parce que chez les patientes qui ont un SOPK, avec une résistance à l'insuline, elles sont souvent en manque de myo-inositol. Ensuite, j'ai fait le point avec une naturo pour essayer de travailler sur le côté inflammation de bas grade et perméabilité intestinale parce que j'avais vu que c'était aussi une des causes potentielles d'un SOPK. Donc j'ai pris des compléments de L-glutamine, des probiotiques, du zinc, parce que le zinc c'est censé diminuer l'acné aussi et l'hyperandrogénie. J'ai enlevé tout ce qui était pro-inflammatoire de mon alimentation, c'est-à-dire les aliments transformés en gros, et j'ai fait un gros sevrage du sucre. Alors, j'ai jamais mangé énormément de sucre, mais c'est vrai que je mangeais quand même du sucre de temps en temps, quoi. Malgré tout ça, j'avais encore de l'acné, je perdais toujours autant mes cheveux et j'avais toujours pas de règles. Donc, j'ai vu une dermato qui a regardé à la loupe mes cheveux, mon cuir chevelu, et qui a vu que mes cheveux, effectivement, s'affinaient bien progressivement. Et elle m'a confirmé qu'il s'agissait bien d'une alopécie androgénique, chose que la première dermato n'avait pas fait, elle n'avait pas regardé mes cheveux avec la loupe. Donc en fait depuis le début j'avais raison, ma chute de cheveux était hormonale et ce n'était pas dans ma tête. Voilà. Ensuite on m'a dit que le stress jouait dans la SOPK, donc je me suis mise au yoga. Enfin j'ai fait une formation pour faire des séances de préparation à la naissance yoga pour mes patientes et par conséquent je fais maintenant du yoga dans mes journées de consulte. Donc ça me fait du bien. J'ai aussi fait une cure de magnésium pour aider à gérer le stress. Je suis allée voir une hypnothérapeute, j'ai pas hyper accroché. Par contre, j'ai débuté un suivi avec une psychologue et on a beaucoup travaillé sur ma place dans ma vie, sur le vécu du divorce, sur des choses qui me semblaient être potentiellement liées à cette aménorrhée à l'époque. J'ai aussi testé 2 séances d'ostéo intrapelvienne. Alors là, le concept est très chelou. La sage-femme faisait donc un toucher vaginal et ensuite elle disait rien. Et elle se concentrait sur je ne sais quoi, sur des ondes. Elle avait un côté un peu spirituel, très étrange. J'ai quand même fait 2 séances, le désespoir dans ma vie. À 60 balles la séance. Voilà. Toujours pas de règles, forcément. Donc là, je me suis dit que ça collait pas. Et que pour moi, j'avais pas un SOPK, quoi. Donc je suis retournée voir la gynéco. Moi, je voulais déclencher une ovulation pour voir si ça pouvait relancer des cycles. Parce que pour moi, si ça s'était bloqué à un moment donné, ça allait peut-être se débloquer en relançant une ovulation, en la provoquant de façon artificielle. Je lui ai dit que pour moi, c'était pas un SOPK ce que j'avais, que mon aménorrhée elle était venue d'un coup à 15 ans suite à un stress, que j'avais tout tenté pour les SOPK et que j'avais toujours pas d'ovulation et que donc je voulais refaire des bilans. Donc elle me croyait pas trop, mais voilà, elle m'a prescrit un bilan sanguin. Et là, bim, carence oestrogénique. Avec ma LH et FSH qui était pas augmentée. Alors que sur la prise de sang, juste après l'arrêt de ma pilule, j'avais pas de règles, j'avais pas de carence oestrogénique, mais je pense que c'était peu de temps après l'arrêt de la pilule, donc c'est ça qui nous a mis dans le mauvais diagnostic, quoi. Et j'ai fait une écho, et là j'avais 9 follicules d'un côté, 8 de l'autre, donc c'était pas en faveur d'un SOPK, parce que les SOPK, elles en ont 20 de chaque côté, quoi. Donc moi j'en ai conclu à une aménorrhée centrale. Et là, ça a été vraiment un gros choc parce que je me suis dit qu'en fait, depuis toutes ces années, le blocage de mes 15 ans, il s'était jamais débloqué. Donc je me suis dit, ok, ça confirme, c'est pas un SOPK, quoi. J'ai réussi à revoir la gynéco que 6 mois plus tard, après avoir appelé 15 fois le secrétariat pour essayer d'avoir un rendez-vous. À ce moment-là, ça faisait 2 ans que j'avais pas de pilule et pas de règles. Et mon moral était vraiment pas au top, je me sentais pas bien. Quand elle m'a vue, c'était une autre gynéco, puisque la première était partie. Elle m'a confirmé que c'était une aménorrhée centrale. Elle m'a tout de suite prescrit un traitement hormonal substitutif, du Climaston, composé d'œstrogène et de progestérone, pour compenser la carence œstrogénique. Et j'étais saoulée, parce qu'en fait, elle reçoit les bilans hormonaux, donc elle aurait pu me rappeler 6 mois plus tôt. Moi, quand je reçois un bilan pathologique d'une patiente, je rappelle la patiente tout de suite, en fait. Mais bon, bref, encore un loupé médical, on a perdu du temps, quoi. Elle m'a dit qu'on connaissait pas vraiment la cause de mon blocage qui provoquait mon aménorrhée. Elle m'a dit de travailler sur mon stress parce que c'est vrai que j'ai un caractère anxieux. J'ai beaucoup d'anxiété, quoi. Elle m'a dit de manger plus de gras parce que j'avais un IMC à 20, mais en même temps avec le SOPK, on m'avait dit d'arrêter le sucre. Alors au bout d'un moment, faut savoir, quoi. Et donc elle m'a dit que quand mon IMC serait à 21, on ferait une pause du traitement Climaston pour voir si mes règles revenaient. Du coup, j'ai mangé plein de bons gras, très bon élève, toujours. Mais bon, mis à part que mon taux de cholestérol est monté au plafond et que j'ai pris 2 kilos, toujours pas de retour de règles. Toujours pas d'ovulation, toujours pas de cycle.
Donc elle m'a fait faire d'autres bilans sanguins pour voir si j'avais pas un problème des autres axes hypophysaires, mais tout le reste fonctionnait. C'est des bilans que j'avais de toute façon déjà fait au fur et à mesure des années. J'ai fait je sais pas combien de prises de sang. Tout ce qui est thyroïde, la TSH, la T3, la T4, tous les autres axes fonctionnaient bien. Elle m'a fait faire un test au synactène pour éliminer une hyperplasie congénitale des surrénales. Et là, c'est des injections avec des prises de sang. Je me souviens que j'ai pleuré au labo parce qu'en fait, ça dure 2 heures, que j'en avais ras le cul des prises de sang, que j'en avais ras le cul de tout ce merdier. Et que c'était long, quoi. Enfin, ça faisait des années que ça durait, que j'en avais marre. Ensuite, elle m'a prescrit une IRM hypophysaire pour éliminer un adénome au niveau de l'hypophyse, qui pourrait expliquer l'absence de sécrétion de LH et FSH par le cerveau. Parce qu'en fait, mes ovaires avaient l'air de fonctionner, mais c'est juste qu'il n'y a pas la commande du cerveau, quoi. C'est le principe de l'aménorrhée hypothalamo-hypophysaire. J'ai passé mon IRM, donc on est dans une grosse machine qui fait clac, 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 voilà. Et bien sûr, j'ai encore fait une réaction allergique aux produits de contraste, donc j'avais encore plein de bouffioles sur la tronche. C'était magnifique, je ressemblais plus à rien. Heureusement, c'est parti vite et je n'avais pas d'adénome. Et donc là, vraiment, j'étais soulagée parce que je me suis dit, si ça fait 13 ans que j'ai un adénome et que on le diagnostique maintenant, je vais péter un câble en fait. Voilà. Et elle m'a aussi prescrit une ostéodensitométrie. Et là, ça a été la dégringolade. Sur les résultats de l'ostéodensitométrie, on m'a diagnostiqué une ostéopénie sévère. Donc c'est le stade juste avant l'ostéoporose. En gros, j'ai la densité osseuse d'une femme de 55 ans. Donc là, ça a été un gros choc pour moi. J'ai pleuré pendant 2 jours. Enfin, c'était horrible. J'ai ressenti énormément d'injustice et de colère. Je me suis dit que, en fait, si j'avais pas fait toute cette démarche-là d'insister auprès de la gynéco en disant que c'était pas un SOPK, on serait passé à côté et que potentiellement j'aurais découvert mon ostéoporose en me fracturant une vertèbre en tombant de ma hauteur à 35 ans, quoi. Donc j'avais beaucoup de colère en moi. Alors j'ai commencé une psychothérapie pour essayer déjà pour m'accompagner dans cette épreuve, voilà, et puis pour essayer de comprendre, pour essayer de retrouver des ovulations, toujours. Et je me suis dit qu'il fallait que je tente de réparer là où tout avait commencé. Donc j'ai ressorti toute mon histoire. J'ai tout déballé, je me suis replongée dans mes journaux intimes de toutes ces dernières années, again. Et à ce moment-là, on était 1 mois avant mes 30 ans. Et j'ai fait un constat pas dingue. J'étais célibataire, sans enfant, pas propriétaire. J'avais le sentiment de regarder les autres évoluer dans leur vie et moi je bloquais. J'avançais pas du tout. Quand je regardais, depuis le lycée, j'ai changé 10 fois d'appartement, j'ai changé à peu près autant de fois de mec, j'ai changé 4 fois de ville et je pouvais que constater que j'étais instable. Et pour moi, tout était lié. Pour moi, c'est comme si à mes 15 ans, un truc s'était brisé et que j'avais jamais réussi à le réparer. Comme si j'avais perdu une place que j'avais pas réussi à retrouver depuis. Et je me suis rendu compte que j'avais une sorte de culpabilité d'exister, en fait. C'est comme si, pour mériter d'exister, je devais être parfaite, tout le temps. Donc par exemple, je devais passer beaucoup d'heures au travail, au détriment de ma vie perso, donner toujours plus pour les patientes, voilà. C'était ça sur beaucoup d'aspects de ma vie. J'ai un peu en mode perfectionniste. J'avais un peu le syndrome de la petite fille sage, quoi. Donc ça a été une période un peu compliquée, marquée de beaucoup de remises en question, mais ça a été bénéfique. J'ai parlé à mes parents, j'ai essayé de réparer ce que j'ai pu de mes blessures émotionnelles de l'adolescence. J'ai aussi appris à poser mes limites, à m'affirmer, à être fière de qui je suis. Voilà. Et en parallèle de tout ça, j'ai débuté le Climaston en octobre 2024. C'est le même type de traitement qu'on donne aux femmes ayant une ménopause précoce. Et là, j'ai constaté tout de suite un énorme changement. Quand je l'ai débuté, j'ai eu le même sentiment que quand on mange du chocolat après avoir attendu longtemps. C'était comme si je manquais de quelque chose depuis tellement longtemps et que d'un coup, ça comblait ce manque-là. J'ai ressenti d'un coup une montée de libido alors qu'avant, j'étais totalement éteinte. Ma chute de cheveux s'est arrêtée au bout de 2 mois. Mon acné a disparu. J'ai repris du muscle, sans forcément faire grand chose de plus, je faisais pas de sport plus, mais j'ai repris du muscle, trop bizarre. Et le moral, mais que dire, j'avais plus ces angoisses inexpliquées, j'avais plus ce sentiment de vide là, ce sentiment d'anxiété permanente.
Et j'ai aussi retrouvé un corps de femme, de la glande mammaire. Et d'un coup, je me sentais vraiment femme. Chose que je me sentais pas du tout avant, je me sentais éteinte. Et là, c'est absolument dingue, comme les hormones, en fait, ça peut tout changer. C'est dingue. C'est totalement dingue. J'ai aussi vu une rhumatologue pour l'ostéopénie qui m'a mis sous complément de calcium. Elle m'a dit, c'est là qu'elle m'a dit que j'avais sûrement perdu une majeure partie de ma densité osseuse pendant mon aménorrhée à 15 ans, mais aussi, ça faisait 2 ans là, de 2022 à 2024 que j'avais pas d'hormones en fait. Donc carence hormonale, donc là j'ai perdu de la densité osseuse. Voilà. Donc ensuite quelques mois ont passé et je me sentais vraiment mieux avec le Climaston. Mais au fond, j'avais le sentiment que c'était comme mettre un pansement sur une blessure, mais sans la soigner vraiment. C'était masquer le problème. On me complémentait, on préservait ma densité osseuse, mais je vivais super mal le fait que mon corps fonctionne toujours pas. Et puis, prendre du Climaston comme ça pendant X années, qu'est-ce que ça va me donner en plus? Un cancer hormonodépendant? Est-ce que dans 10 ans, on va m'annoncer que j'ai un cancer du sein à cause du fait que j'ai trop d'hormones, en fait? Parce que... donc moi ça me fait flipper. Et en plus avec le Climaston, j'ai des saignements à chaque rapport pendant la 2e phase de la plaquette, parce qu'il y a 2 phases sur le Climaston. Donc c'est hyper relou. Et j'ai un fibrome utérin depuis des années, et depuis que je prends du Climaston, il a un peu grossi. Et maintenant il touche l'endomètre, c'est-à-dire qu'il touche la cavité utérine. Et ça c'est très très chiant pour une potentielle future grossesse. Et j'ai toujours cette question, mais pourquoi cette putain d'aménorrhée hypothalamique qui ne se résout pas? Voilà, parce que contrairement à plusieurs filles qui ont pu témoigner sur nos cycles, parce que j'ai écouté tous les témoignages sur nos cycles, en fait moi je suis pas du tout une grande sportive. Au contraire, j'ai pas du tout de restrictions alimentaires. Je mange vraiment du gras, du sucre, voilà. J'ai un IMC à 21 maintenant. Et j'ai pas le sentiment d'être dans l'hyper-contrôle de ma vie. Je suis pas... je me laisse aller, je suis pas dans l'hyper-contrôle, quoi. Alors, ok, je suis stressée parce que j'ai un travail stressant qui demande beaucoup d'investissement, beaucoup de temps et qui est assez anxiogène. J'ai quand même la responsabilité de la vie des patientes et potentiellement de leur bébé. Faut pas que je me plante, quoi. Donc oui, ça me met une grosse pression, mais voilà. Donc, bref, moi je voulais retrouver une ovulation et pas juste mettre le pansement du Climaston sur mon aménorrhée. Et à ce moment-là, j'étais depuis 1 an et demi sur liste d'attente pour un protocole de préservation ovocytaire sociétale. Parce qu'en fait, je suis hyper inquiète quand même pour ma fertilité future, parce que ça fait des années qu'on change de diagnostic. Donc moi je me dis dans ma tête, ça se trouve on sait pas vraiment ce que j'ai. Voilà, donc je voulais tout mettre au congélateur, mes ovocytes. Et surtout, dans un coin de ma tête, j'ai toujours l'espoir que le fait de déclencher une ovulation puisse relancer des cycles. Et c'est la seule façon protocolée de déclencher une ovulation, parce que mes gynécos ont toujours refusé de me prescrire des traitements pour déclencher une ovulation. Parce que pour elles, ça servirait potentiellement à rien. Sauf que pour moi, étant donné qu'un cycle, c'est cyclique, et peut-être que si on relance, ça peut redémarrer. Voilà. Donc le jour du premier rendez-vous pour la préservation ovocytaire est arrivé. Et là, j'ai eu un dosage d'AMH. Et là, le drame. J'avais une AMH à 0,78. Ce qui est très bas pour mon âge à 30 ans. Donc, j'ai repleuré pendant 2 jours, voilà. En me disant que je comprenais pas pourquoi elle diminuait d'un coup, parce que 2 ans avant, elle était à 3,5 et 1 an avant, elle était à 1,5. Donc là, j'ai commencé à vraiment flipper pour ma fertilité. Je sais que l'aménorrhée hypothalamo-hypophysaire peut diminuer l'AMH, mais pourquoi à ce point? Pourquoi d'un coup? Pourquoi pas avant? Alors que j'avais déjà une aménorrhée, voilà. Ma gynéco comprend pas non plus pourquoi, et la gynéco de PMA, elle a 0 notion de psychologie. Donc clairement, elle m'a ni écoutée, ni rassurée. Le rendez-vous il dure 5 minutes. Enfin bref, comme d'hab quoi. Je me suis dit que j'en avais marre de galérer dans ma ville depuis des années sans réponse, et qu'il fallait peut-être que je monte à Paris pour avoir affaire à des gynécos plus spécialisés. Et surtout, je voulais tester un protocole de stimulation pour relancer des cycles sans attendre de faire la conservation, parce que ça prend des mois et des mois d'attente. Donc, j'ai pris contact avec une gynéco spécialisée dans les aménorrhées hypothalamo-hypophysaires à la Pitié-Salpêtrière à Paris. J'ai envoyé tout un courrier explicatif. J'ai attendu le courrier d'adressage de ma chère gynécologue qui a mis 1 mois à arriver, après plusieurs relances. Et dès que j'ai tout envoyé à Paris, j'ai eu un rendez-vous 1 semaine après. Donc ça a été hyper rapide.
Du coup, j'ai pris des billets de train au dernier moment. J'ai payé ça une blinde et j'ai décalé mes 17 patientes de jour-là parce que il fallait que j'avance, il fallait que je fasse ce rendez-vous. J'ai eu rendez-vous avec une médecin, je vais pas citer son nom, mais vraiment elle était formidable. Elle était calée plus sur les aménorrhées hypothalamo-hypophysaires. C'est à la Pitié-Salpêtrière. C'est la spécialisée du service. Hein. Donc si quelqu'un veut aller la voir, il suffit d'appeler la Pitié-Salpêtrière. Elle était hyper humaine. En fait, je me suis sentie écoutée pour la première fois. Je me suis sentie pas jugée. Elle a pris au moins 1h30 avec moi. Elle a tout repris. Elle a confirmé que c'était bien une aménorrhée hypothalamo-hypophysaire. Elle m'a fait faire une recherche génétique, une prise de sang, pour voir si j'étais porteuse d'un gène qui prédispose aux aménorrhées d'origine centrale. Donc, c'est sûr, ça résoudra pas mon aménorrhée, ça résoudra pas le problème. Mais en fait, moi, ce que je lui disais, c'est que c'est hyper culpabilisant pour moi de me dire que le blocage, il vient potentiellement de ma tête depuis toutes ces années. Parce qu'en fait, on n'a retrouvé aucune autre cause. Et par conséquent, je me dis que si on trouve une mutation génétique, en fait, moi, je le viderais beaucoup mieux parce que je me dirais que ce n'est pas que de ma faute. Et aussi, elle a accepté de me prescrire une stimulation pour déclencher une ovulation. Une stimulation au clomide. En m'expliquant bien que c'était hors protocole et que, m'expliquer les risques, tout ça, j'ai dit, ok, on y va. Donc j'ai débuté du clomide, 1 comprimé par jour pendant 5 jours et j'ai arrêté le climaston, forcément, voilà. Et j'étais pleine d'espoir que j'allais ovuler. Voilà, j'ai fait une écho 15 jours après. J'avais 2 follicules qui avaient atteint 11 mm, donc trop petits pour parler d'ovulation, et le bilan sanguin en parallèle montrait que j'avais un taux d'œstrogène trop bas. Donc ça veut dire qu'il sécrétait pas assez d'œstrogène, et là, ça veut dire que j'allais pas ovuler, quoi. Donc grosse déception, je me sentais vraiment pas bien, dépitée. Et puis ça faisait 3 semaines que j'avais plus mon substitut climaston qui, quand même, sur mon moral, m'aidait beaucoup. Et là, je me sentais vraiment pas bien, donc je l'ai repris. En parallèle, j'ai eu le 2e rendez-vous pour la préservation ovocitaire. Donc ça avançait un peu quand même, mon histoire de préservation. La gynéco, elle m'a informé que la ponction se faisait sous une anesthésie locale. Et elle m'a fait comprendre qu'il y avait déjà pas assez d'anesthésistes de dispo pour faire les ponctions des patientes qui en ont vraiment besoin. Ce sont ces mots, hein. Alors donc, pour les conservations sociétales, autant rêver d'avoir une anesthésie générale. Bref, elle est charmante, hein. Puis j'ai revu ma gynéco initiale, qui m'a dit que, au vu de mon AMH pourri, bon, elle me l'a pas dit comme ça, mais que si j'étais pas déjà dans un protocole de préservation ovarienne sociétale, elle m'aurait fait passer en urgence en préservation médicale. Donc en fait, ça fait des années qu'on me dit de pas m'inquiéter, que quand je voudrais une grossesse, on pourra aller chercher des ovocytes, qu'on saura les trouver, parce que j'en ai plein. Et là, d'un coup, on me sort que vite, il faut préserver mes ovocytes, qu'on comprend pas pourquoi mes réserves diminuent. Donc moi, vraiment, je l'ai trop mal vécu. Ça m'a abattue, j'ai été mal pendant plusieurs semaines, je me disais que j'aurais jamais d'enfant, que c'était foutu, horrible. Vraiment, trop mal vécu. Et en parallèle de tout ça, pour travailler le terrain, j'avais pris rendez-vous avec une nouvelle naturo avec laquelle je suis en train de faire un travail. On a refait le point sur toute mon alimentation, j'ai augmenté mes apports protéiques, j'ai aussi travaillé sur le stress, parce que c'est quand même la première hypothèse de l'origine de mon aménorrhée. Parce qu'au niveau des bilans, mon taux de cortisol, il est toujours un peu au-dessus de la norme. Mais bon, voilà. J'ai redébuté une cure de magnésium, je continue mon yoga, j'ai ajouté de l'ashwagandha, c'est une plante adaptogène. J'ai même fermé toutes mes nouvelles ouvertures de dossiers de patientes pour avoir beaucoup moins de travail, pour faire un mi-temps libéral. Bon, alors un mi-temps libéral, c'est un 35 heures, quoi. Voilà. Pour avoir plus d'énergie. Et puis voilà. Et récemment, j'ai revu ma gynéco de Paris en visio qui m'a proposé un 2e cycle de clomide avec cette fois-ci 2 comprimés par jour. Je l'ai fait il y a le mois dernier. Et alors là, Vladadam, le moral, horrible. Le clomide 2 comprimés par jour, horrible. Grosses angoisses, grosses sensations de vide, de peur, de tristesse. Vraiment, j'avais des idées noires. J'ai l'impression d'être sur un nuage, mais sans énergie. C'était horrible. Le principe du clomide, c'est que ça bloque les récepteurs des œstrogènes au niveau de l'hypophyse pour duper le cerveau et lui faire croire qu'il y a une chute brutale des œstrogènes pour qu'il puisse sécréter plein de LH et de FSH. Le souci, c'est qu'en fait, si mon hypophyse, il le fait pas habituellement sur des taux bas d'œstrogène, je me dis qu'il y a peu de chances que ça fonctionne. Mais bon. Et j'ai fait mon écho 15 jours après, et là, j'étais contente parce que j'avais 10 follicules d'un côté et 5 de l'autre. Avec un gros follicule de 17 mm, et mon taux d'œstrogène était très très haut, donc là, j'étais hyper contente. Je me suis dit, ça y est, je vais ovuler, c'est trop bien.
Et je me suis represcrit une AMH parce que les gynécos me disaient que ça servait à rien, mais j'étais tellement traumatisée de mon AMH que moi je voulais vérifier si elle remontait en fait, parce que je me suis dit soit elle est basse à cause du fait qu'il n'y ait pas de stimulation du fait de l'aménorrhée, soit elle est basse parce que j'ai vraiment une réserve qui diminue quoi. Et mon AMH est remonté à 2,3. Donc en fait, les filles, si vous avez une AMH basse sur une aménorrhée hypothalamo-hypophysaire, c'est lié à l'aménorrhée, c'est pas que votre réserve elle est basse. Voilà. Donc ça c'est gros soulagement. Donc j'en suis là. Le mois prochain, je vais faire la préservation ovocytaire. On sait pas encore si j'ai vraiment ovulé. Je suis pas sûre parce que j'ai pas senti de choses. Je fais une prise de sang la semaine prochaine pour voir si ça a fonctionné. Mais en tout cas, il se passe des choses quoi. Voilà. Donc c'est quand même un espoir. Pour conclure, parce que j'ai dépassé le temps imparti, tout ça c'était un parcours hyper usant, rempli de solitude, de pleurs, d'angoisse. Je me suis pas sentie normale pendant des années. Cette aménorrhée, c'est aussi le fait de pas se sentir femme. C'est le sentiment de déranger les médecins, de pas se sentir écoutée. C'est un parcours qui m'a coûté beaucoup d'énergie, beaucoup de temps dans ma vie, beaucoup de ma confiance en moi aussi. Je me suis longtemps dévalorisée, je me suis longtemps sentie moins bien que les autres. Et je suis persuadée que ma vie, elle serait pas ce qu'elle est aujourd'hui si j'avais pas eu cette aménorrhée. Et avec le recul, je me rends compte de l'impact de la carence hormonale sur moi. Parce qu'à chaque fois que j'étais pas supplémentée et que j'étais en aménorrhée, donc que j'ovulais pas, c'est là que j'ai eu mes symptômes dépressifs en fait. Ma grosse chute de cheveux, tout ça, voilà. Et voilà. Et tant que j'aurais pas réglé cette aménorrhée, je sens que au fond de moi, je pourrais pas passer à la suite. Je suis en mode pause dans ma vie, j'arrive pas à me fixer. J'ai du mal à évoluer. Il y a une question de place qui joue, il y a une question de légitimité. Je me pose aussi beaucoup de questions sur ma fertilité future. Ça me fait peur. C'est quand même un comble, une sage-femme qui n'ovule pas. Je me dis que tant que j'arrive pas à débloquer tout ça, je me dis que si j'arrive pas à le débloquer, que j'arrive pas à avoir d'enfants, je changerai de métier. Parce que je pourrais pas continuer à accompagner des couples ou à parler gynéco toute la journée. Je sens qu'il faut que je règle ce problème. Règle, c'est le cas de le dire. J'ai l'impression que si je résous ça, tout va se débloquer. Alors j'ai peut-être tort, c'est peut-être totalement illusoire. Mais quand je me dis que si ça se trouve, je n'ovulerai plus jamais de ma vie, ça me désespère. Pour moi, c'est tout simplement pas envisageable. Donc j'ai pas dit mon dernier mot. Peut-être que la stime va tout débloquer. Et c'est ce que j'espère. Alors bien sûr, on m'a dit d'arrêter d'y penser. On m'a dit de me déstresser. C'est souvent ce que les médecins disent d'ailleurs quand ils savent pas. Arrêtez d'y penser madame, ça reviendra tout seul. Et en fait, pour moi, c'est des conneries, parce que si j'avais laissé couler, je serais toujours avec mon diagnostic de SOPK non supplémenté, déprimée, à perdre mes cheveux et ma densité osseuse. Voilà. Si jamais l'une de vous se reconnaît dans cette histoire, a aussi une aménorrhée hypothalamo-hypophysaire sans cause retrouvée, et aussi longue, ça fait 15 ans quand même cette histoire, je veux bien échanger. La gynéco de Paris, elle m'a dit qu'elle avait eu de rares cas avec certaines patientes qui avaient jamais récupéré des cycles. Voilà. C'était mon histoire et ça fait drôlement du bien de plus être la seule à la porter et de pouvoir vous la partager.